Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter les personnes qui sont sur la scène avec moi. À ma gauche se trouve Julien Perrault, journaliste au Pays Briard, qui sera le co-modérateur du débat. À ma gauche, un peu plus loin, se trouve Charles Lamiraud. Et à ma droite, Marc Durand. Mais ils auront l'occasion dans quelques secondes de se présenter personnellement. Je vais simplement vous donner le déroulé du débat tel que nous l'avons construit pour vous ce soir. Chacun des deux géologues présents ce soir commencera par une présentation de 20 minutes et d'un commun accord hier, puisque nous sommes rencontrés hier, d'un commun accord, Charles Lamiraud va ouvrir la soirée et Marc Durand poursuivra. Après ces 20 minutes, 20 fois 2, donc 40 minutes de présentation, il y aura 20 minutes de débat contradictoire, puisque Charles Lamiraud ouvre la soirée, Marc Durand sera celui qui ouvrira le débat contradictoire. Et viendra ensuite la partie au bout de 20 minutes. Donc, à la fin de la première heure, vous pourrez intervenir et Julien va vous parler de la partie question. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, je suis journaliste au Pays Briard et donc l'association m'a demandé d'aider Dexler à co-modérer le débat et à faire en sorte que ce débat soit avant tout pédagogique pour que le public soit informé et surtout faire en sorte que les questions soient limitées à 1 minute et qu'elles soient seulement des questions et pas un prétexte à une tribune ou pour faire des interventions partisanes. Voilà. Merci. Nous donnons donc la parole à Charles Lamiraud. Bon, tout le monde m'entend? Bon, écoutez, j'ai choisi de faire un exposé dans lequel il va y avoir un volet économique, un volet géologique pour expliquer ce que c'est qu'une roche-mère, parce que finalement beaucoup de gens parlent de roche-mère mais ne savent pas ce que c'est. Ensuite, un volet sur l'exploration, production pétrolière en France, et en particulier en Seine-et-Marne, depuis cela une soixantaine d'années. Et enfin, je vais aborder le problème de l'exploration des hydrocarbures de roche-mère. Donc, la première question qu'on est en droit de se poser, c'est: la France a-t-elle encore besoin de pétrole et de gaz? Voilà. Donc, la France reste, comme vous le savez, dépendante des hydrocarbures. La France demeure un des premiers importateurs mondiaux de pétrole, avec une facture annuelle de 50 milliards d'euros. Et 99% du pétrole brut consommé en France arrive par bateau. En 2012, la France a consommé 76 millions de tonnes de pétrole, c'est-à-dire 1,5 million de barils par jour. Donc 42% est arrivé au port du Havre, 52% au port de Marseille et 5% au port de Dunkerque. Donc les 1% restants, c'est-à-dire 16 000 barils jour, c'est la production nationale. Donc vous voyez, c'est très peu. Et il faut savoir que le secteur du transport reste très dépendant des hydrocarbures. La demande de pétrole représente en 2011 70% de la consommation finale totale de pétrole, contre 30% en 1973. Alors sur ce graphique, vous voyez donc ce que nous coûte ce pétrole, en fait, à l'importation. La facture énergétique donc est très élevée pour le pétrole, un peu moindre pour le gaz. Vous voyez que les énergies fossiles donc constituent une grosse part des dépenses nationales. Alors, comment se forme le pétrole? Alors, si vous voulez, le pétrole, comme la plupart des autres roches alimentaires, c'est formé dans un océan, une mer, une lagune ou un lac. Donc, sur cette image, donc, vous voyez que depuis la montagne qui est érodée, les sédiments détritiques sont amenés jusqu'à une mer, par les fleuves et les ruisseaux, les fleuves, et jusque sur le plateau continental et le talus, où ils se déposent, ces sédiments. Alors, donc, la matière organique se dépose donc sur le fond de cette mer, avec dans une boue, donc une vase, et donc c'est cette vase riche en matière organique qui va constituer la future roche-mère. Donc cette roche-mère, principalement, la matière organique est constituée de plancton. Alors plancton, vous voyez ici l'échelle de ces petits organismes, micro-organismes, c'est, là vous avez 100 microns.
Donc ensuite, la formation de la roche-mère, donc la sédimentation se poursuit, la vase est recouverte par d'autres sédiments, il y a un enfouissement, une élévation de la température et la formation de kérogène. Alors ce processus, j'insiste sur ce fait, c'est que ça dure quelques dizaines de millions d'années. Hein. À l'échelle humaine, c'est difficilement compréhensible. Seul un géologue peut comprendre ce que c'est que l'unité géologique, le million d'années. Bon, ça y est, c'est bon. Donc, ensuite, le bassin sédimentaire, avec son enfouissement, les kérogènes se transforment du fait de l'élévation de la température en hydrocarbures liquides ou gazeux, hein, ou gazeux au sein de la roche-mère. Et ça, bien sûr, ça dure plusieurs décennies en termes de millions d'années. Ensuite, le pétrole. Quand le pétrole est formé, hein, donc ce qui se passe, c'est qu'il est expulsé de la roche-mère. Et donc il migre vers la surface. Alors une grosse partie est perdue, bien entendu, mais au cours de sa remontée, c'est un processus très lent, hein, c'est un million d'années, je le rappelle, qui est l'unité de temps. Au cours de cette remontée, il rencontre des réservoirs poreux et dans lesquels il va s'accumuler. Alors on estime, d'après les spécialistes, ils estiment que par exemple dans le bassin de Paris, 60 à 80% de ce pétrole a été expulsé. Donc voilà, sur ce petit schéma, on vous a représenté donc, les gouttelettes d'hydrocarbures donc disséminées dans la roche-mère. Donc les gouttelettes migrent jusqu'en surface et au cours de leur remontée rencontrent des réservoirs. Les réservoirs sont des grains, soit de calcaire, soit de grès. Et entre ces grains, il y a une porosité, un espace dans lequel le pétrole va se loger. Alors le pétrole, qu'est-ce que c'est le pétrole? C'est de l'huile de pierre. Alors la définition du Kilarous en 2002, c'était la suivante. Roche se présentant sous la forme d'une huile minérale plus ou moins fluide, visqueuse et combustible, composée principalement d'hydrocarbures et d'une densité variant de 0,8 à 0,95. Ce qui veut dire que c'est quand même un produit naturel, le pétrole. Donc voilà du pétrole dans un petit flacon. Donc, pour ce qui concerne l'exploration dite conventionnelle, traditionnelle, la recette, c'est il faut un système pétrolier. Alors, c'est quoi le système pétrolier? C'est il faut une roche-mère, comme je viens de l'indiquer, qui a expulsé son pétrole. Elle a rencontré au cours de sa remontée un réservoir, mais un réservoir qui est couvert par une roche imperméable dans un piège. Et c'est ça la recette du système pétrolier, classique, traditionnel. Donc voilà, une roche couverture est imperméable, donc c'est elle qui va retenir les hydrocarbures, et là j'en ai parlé déjà tout à l'heure, la roche réservoir est poreuse, est perméable, bien entendu. Alors là, vous avez une photo d'un réservoir prise au microscope électronique à balayage, qui vous montre clairement, ici, les cavernes, hein, on pourrait appeler ça les cavernes à cette échelle, entre les grains. Alors quand s'est formé le pétrole, dans la région parisienne, donc il s'est formé donc, sur cette échelle d'un étang géologique, au Jurassique, à la base du Jurassique, dans un état géologique qu'on appelle le Lias, il y a 200 à 175 millions d'années. Il y a eu déjà une recherche d'hydrocarbures dans le bassin de Paris, pendant 60 ans, donc on a exploré dans ce bassin de Paris, et par rapport à cette roche-mère, on a découvert des horizons géologiques qui constituaient des réservoirs et qui ont retenu les hydrocarbures. Vous avez ici un horizon géologique au niveau du Dugger, ce qu'on appelle le Dugger, c'est dans le Jurassique, bien entendu, c'est juste au-dessus de la roche-mère. Et en dessous, des grès du Trias, en dessous de la roche-mère. Alors voilà, là vous avez un log géologique qui vous représente donc la position de cette roche-mère par rapport au réservoir. Et donc ici, la liste des gisements qui ont été découverts dans le bassin de Paris, comme par exemple Ville Perdue dans le Dugger, ou Chaunois, que les gens connaissent très vraisemblablement, ici dans les grès du Trias. Alors voilà, là je vous présente une carte, avec ici vous avez le contour de la Seine-et-Marne, avec, vous voyez ici, la flèche rouge pointe l'endroit où nous sommes actuellement. Et donc, vous voyez que nous sommes entourés de gisements d'hydrocarbures. Ici, vous avez Ville Perdue, et ici, vous avez un des plus gros gisements de bassin de Paris, le gisement de Chaunois. Ici, j'ai choisi de vous montrer des flacons avec toutes les huiles qui ont été récoltées dans le bassin de Paris, en divers endroits. Voilà. Le gisement de Chaunois, plus particulièrement. Alors je voulais vous le montrer parce que vous voyez qu'il a été foré sur ce gisement sans deux puits. Bon, il y en a certains qui ont été fermés. Et c'est l'accumulation dans cette structure géologique était de 31,5 millions de tonnes.
et les réserves récupérables initiales ont été évaluées à 16 millions de tonnes. Alors, vous voyez, ici, vous avez une vue aérienne de la station où est collecté, disons, le pétrole. Vous avez ici même des têtes de cheval où le pétrole est pompé dans le réservoir contenu dans le sous-sol. Voilà, vous avez une vue aérienne ici de la station de Chaunois, Chaunois qui est le plus gros gisement de bassin de Paris, qui se trouve ici, comme vous voyez sur cette carte. Et vous avez, donc là, le village de Champeau, ici de Saint-Méry. Donc, et vous avez ici les plateformes de certains forages, ici, et où l'huile est pompée dans le réservoir triasique, les craies triasiques. Donc là, je voulais vous montrer un peu ce qui s'était passé en France depuis, disons, 1968. Donc en termes d'exploration et de production pétrolière, vous voyez que jusqu'à la fin milieu des années 70, c'était une activité qui est tranquille. Donc, et là, la France a subi le premier choc pétrolier. Et là, à ce moment-là, vous voyez qu'en termes de superficie des permis d'exploration, à terre, en orange, il y a eu une augmentation de prise de permis. Il y a eu des permis qui ont été pris en mer aussi. Et vous voyez que donc entre 1986 et 1988, l'activité de recherche est à son plus haut niveau. 76 forages ont été forés cette année en 86 par exemple. Et donc on a eu une production record de 33,7 millions de tonnes. Donc aujourd'hui on est en dessous du million de tonnes. Donc ensuite, il y a quand même le prix du baril qui a une grosse influence sur l'exploration du bassin de Paris. À partir de la fin 90, le baril de pétrole a commencé à chuter, le prix du baril. Et vous voyez qu'en 1998, le prix du brut chute à 12 $ le baril. Donc effectivement, c'est une activité qui devient de moins en moins rentable. Donc, et la superficie des permis, évidemment, s'en retrouve, moindre. Et donc c'est seulement à partir de 2004-2006, 2006 plus exactement, avec la remontée des cours, le baril repasse au-dessus de 50 $, et à ce moment-là, si vous voulez, les compagnies pétrolières reprennent du domaine minier parce que d'exploiter du pétrole conventionnel bassin de Paris redevient rentable. Alors ici, je choisis de vous montrer la carte des périmètres des titres miniers en 1990. Comme vous voyez, le bassin de Paris est largement couvert de périmètres miniers. En revanche, à la fin, en 2000, il y a vraiment peu de permis dans le bassin de Paris, comme vous pouvez le constater. Et ça, c'est lié au fait que, d'abord, il y a eu deux choses. Il y a eu les gros opérateurs pétroliers ont quitté le domaine minier, comme Total, Elf, et a été remplacé par de petits opérateurs, parce qu'ils ont des coûts structurels moins élevés, et cela leur permet, l'activité est plus ou moins rentable pour eux. Donc vous voyez que les dépenses, en termes de dépenses dans le bassin de Paris, dans les années 80, on a beaucoup dépensé, et après, bien sûr, à partir de 90, il y a une chute des dépenses en termes de travaux, d'exploration dans le bassin de Paris. Et vous voyez qu'en 98-99, on touche le fond en termes de dépenses d'exploration. Et donc, au début des années 2000, ça, bon an, mal an, on a un volume des dépenses qui sont faibles, mais ça commence à remonter seulement à partir de 2008. Et là, on est toujours dans du traditionnel, bien entendu. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que, au-delà du fait qu'il y ait une nouvelle ressource en hydrocarbures dans les roches-mères, le conventionnel continue de faire recette, si je peux m'exprimer ainsi. Donc vous voyez que finalement toute cette exploration a permis de recueillir un nombre considérable d'informations, qui sont publiques d'ailleurs, qui profitent à la communauté scientifique. Ici vous avez au centre, là, vous avez la Seine-et-Marne, et vous voyez qu'en Seine-et-Marne, il y a beaucoup de forages qui ont été réalisés, notamment d'être des profondeurs de 2000 à 4000 mètres. Ce sont les couleurs chaudes, orange. Alors, les hydrocarbures de roche-mère, qu'est-ce que c'est, en fait Alors, donc, à partir de 2008, apparaît une nouvelle thématique pétrolière, qui nous vient des États-Unis, qui s'appelle les hydrocarbures de roche-mère, appelés aussi gaz de schiste, un terme générique maintenant, qui est populaire. Alors, donc, on a commencé à voir apparaître quelques demandes de permis, mais qui visaient à la fois du conventionnel et du non-conventionnel. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette roche-mère liasique? Si on la regarde, on fait un zoom sur cette roche-mère, en fait, si vous voulez, c'est plusieurs horizons
géologique dans le lias. Vous avez donc là, ici, une roche-mère, le Toarcien, à la base du Toarcien. Vous en avez une autre dans le Pliensbachien et un autre horizon dans le Silémurien. Alors, cette roche-mère, il faut bien comprendre que c'est elle qui a alimenté, au cours des 60, qui a alimenté tous les gisements qui ont été découverts dans le bassin de Paris. Et vous voyez que à partir de là, ici, vous avez production conventionnelle dans le bassin de Paris. Et vous voyez qu'à partir des années, des années 80, vous voyez que la production, parce qu'on explore plus, redémarre et on atteint là un summum, 40 000 barils par jour. Aujourd'hui, on est à 12 000 barils jour. Donc fin 2012, si vous voulez, en production d'hydrocarbures, de pétrole conventionnel, on avait atteint 40 millions de tonnes. Ça représente 294 millions de barils. Et néanmoins, est-ce qu'il reste encore du pétrole dans le bassin de Paris? C'est la question qu'on peut se poser. Oui, il en reste. Les réserves ultimes récupérables sont de 50 millions de tonnes, c'est-à-dire plus que ce qu'on a déjà découvert. Donc le discours de dire on passe aux hydrocarbures de roche-mère parce qu'il n'y a plus de pétrole conventionnel, c'est faux. Alors, donc cette roche-mère, comme vous pouvez le constater, ici a donc produit 80 milliards de barils. Hein. Donc, il y en a une grosse partie qui a été expulsée pour alimenter en particulier les gisements dans le bassin de Paris. Donc, vous voyez que la principale roche-mère, c'est celle du Toarcien, ici, dans le Toarcien, et qui représente 56% des volumes générés, et les deux autres beaucoup moindres. D'ailleurs, c'est pas en pourcent, c'est pour 10. Hein. Bon, là, il y a un problème. Alors, le centre du bassin de Paris, 10 000 km², si vous voulez. Donc ça représente la zone dans laquelle la roche-mère était mature, donc elle avait atteint ce qu'on appelle, nous, en langage géologique, la fenêtre de génération du pétrole. Donc on estime que sur les 81 milliards de barils qui ont été générés par cette roche-mère, il y en a 16 milliards de barils qui sont en place, hein, qui sont restés coincés dans la roche-mère. Et avec un taux de récupération identique à celui du bassin de Whinstones, qui est dans le Dakota du Nord aux USA, on pense récupérer 1 milliard de barils. Voilà. Ça pourrait être productif, hein, ce pétrole. Donc ici, bon, une roche-mère, qu'est-ce que c'est? Là, on peut voir une roche-mère au sud de l'Angleterre, avec les ammonites ici. Ça ressemble à ça. Alors donc les gens s'y approchent. On a parlé de produits radioactifs dans la roche-mère. N'ayez crainte, elle n'est pas si radioactive que cela. Un peu, mais très peu. Et donc cette roche-mère est naturellement, bien entendu, fissurée, et c'est dans ce réseau de fissures naturelles que vient se loger, disons, le pétrole. Alors, pour ce qui concerne les techniques de recherche, hein, qu'elles soient d'ailleurs pour des hydrocarbures que j'appellerais traditionnels ou des hydrocarbures non conventionnels, je crois que c'est comme ça. Il vous reste 5 minutes. Voilà. Donc, ce que fait le pétrolier, il fait d'abord un retraitement des lignes sismiques, cartographie du sous-sol, bon, voilà, en envoyant des sondes dans le sous-sol. Ensuite, voilà une image, une échographie du sous-sol, c'est ce qu'on appelle un profil sismique. Ici, vous avez une échographie du sous-sol qui a été réalisée sur les Champs-Élysées, même ici, on en a fait. Donc, vous voyez que la concentration des lignes sismiques qui ont été acquises, là, plus c'est rouge et plus c'est chaud, c'est-à-dire plus il y en a. Ici, vous avez une autre technique, c'est le forage. Alors, le forage peut être stratigraphique, donc on prélève des carottes pour mesurer, disons, l'épaisseur, la constitution, les paramètres mécaniques de la roche que l'on veut analyser, et on recherche bien sûr la présence de pétrole. Voilà ce que c'est qu'une carotte. Donc c'est un prélèvement de roche à grande profondeur. Ici sur le plancher d'un forage, vous avez donc la carotte recueillie. Là, vous l'avez stockée en caisse. Là, vous avez une carotte imprégnée de pétrole. Ici, bien sûr, le forage. Pour un forage, le premier risque, c'est la pollution des nappes phréatiques, des eaux douces. Et la première des pollutions peut être les eaux salées qui se trouvent juste en dessous de la nappe phréatique d'eau douce. Et alors pour cela, donc l'architecture, la réalisation des puits doit assurer la protection des ressources d'eau stratégiques. Alors pour cela, on utilise des bouts de forage sans produits toxiques, un double tubage en face des aquifères, une attestation, on doit produire une attestation de qualité de la cimentation, et on contrôle ces sédimentations à l'aide de diagraphie qu'on enregistre dans le puits. Bon, je passe. Alors voilà donc l'architecture d'un puits. Vous voyez qu'au niveau des aquifères, il y a un double tubage.
Pour ce qui concerne l'exploitation des gaz de schiste, ou des hydrocarbures de roche-mère, vous voyez qu'il y a un autre enjeu environnemental, c'est la réduction de l'emprise au sol. Alors, à partir d'une même plateforme, on peut réaliser jusqu'à 10 et 15 forages horizontaux et drainer 5 km. L'emprise au sol d'un cluster, ce qu'on appelle un cluster, est de l'ordre de 1 hectare, 10 mètres carrés, c'est-à-dire 1,1 fois la taille d'un terrain de football. Et la distance entre clusters est de 5 à 10 km. Bon, on va arrêter là. Okay. Merci pour votre attention. Merci.